Imaginez un peu un château extraordinaire qui galope dans les collines d'un pays enchanté. Visualisez ses habitants aussi hauts en couleur que la bâtisse, un démon enchaîné à l'âtre de la cheminée, un sorcier fantasque et son apprenti, et Mamie Sophie, une jeune fille victime d'une malédiction. Ça ne vous rappelle rien ? Avant d'être porté à l'écran par le réalisateur japonais culte Hayao Miyazaki, Le Château ambulant est un roman connu en français sous le titre Le Château de Hurle, paru en 1986 et écrit par la fabuleuse Diana Wynne Jones. Dans cet épisode un peu spécial, nous allons voir ensemble ce que doit Le Château ambulant au texte qui l'a inspiré, quelle est la valeur ajoutée de l'interprétation de Miyazaki et qu'est-ce qui se cache un petit peu derrière ces deux grandes œuvres. Je ne vous cache pas qu'il va être un poil compliqué de ne pas spoiler, aussi si vous n'avez ni vu le film ni lu le livre et que vous voulez garder une surprise totale, je vous invite à aller au moins visionner le dessin animé et de revenir plus tard vers cette vidéo. C'est parti. Si j'ai décidé de parler du château de Hurle dans un épisode du conte à l'écran, c'est déjà parce que j'aime beaucoup l'histoire, mais surtout parce que le roman débute exactement de la même manière qu'un conte, comme en attestent les premières lignes que je vais vous lire. Dans le pays d'Ingari, où des choses étonnantes comme les bottes des 7 lieues et les capes d'invisibilité existent bel et bien, c'est une véritable calamité que d'être l'aîné de 3 enfants. Chacun sait que vous serez le premier à échouer si d'aventure vous décidiez d'aller chercher fortune. Nous sommes donc entraînés dans cet univers merveilleux où les enchanteurs sont légion et où la magie est monnaie courante, à la suite de Sophie qui vit des aventures pour le moins rocambolesques. Cette jeune fille, résignée à vivre une vie plate et morne au sein de la chapellerie familiale, se voit un jour transformée un peu gratuitement en vieillarde par la terrible sorcière du désert. Pour ne pas affoler ses proches, Sophie décide de s'enfuir loin de la ville et dans les collines, elle tombe par hasard sur le château ambulant du sorcier Hurle qui traîne derrière lui la sale réputation de dévorer les cœurs des jeunes filles. Chacun ses plaisirs. Quand elle pénètre la bâtisse, elle tombe nez à nez avec Calcifer, un petit démon du feu, enchaîné à la cheminée du château, et c'est sa puissance en fait qui permet au bâtiment de se mouvoir. Ce petit être maléfique passe un pacte avec Sophie et lui promet de la libérer du sortilège qui a modifié son âge et son apparence si en échange elle le délivre du contrat qui le lie à Hurle, à la condition près que si elle veut pouvoir briser ce contrat, elle doit en découvrir les termes par elle-même. Et c'est ainsi que débute la cohabitation houleuse et géniale entre Sophie, Calcifer, Michael l'apprenti et le fameux Hurle qui tente tant bien que mal d'échapper à la malédiction que lui a lancée la sorcière du désert et de se soustraire aux incessantes convocations du roi. Et si le roi veut absolument voir ce pleutre de Hurle, c'est parce que le prince Justin et l'enchanteur Suliman ont mystérieusement disparu justement près du désert et qu'il faut bien quelqu'un pour aller les chercher. Les familiers de l'œuvre japonaise auront très certainement remarqué que le dessin animé et le livre que je viens brièvement de présenter paraissent très similaires au premier abord, et c'est vrai que c'est le cas. Les personnages principaux sont extrêmement semblables, le dessin animé récupère des personnages secondaires comme Letty et Navé, même s'ils sont exploités un peu différemment, et de façon générale, on retrouve dans l'adaptation beaucoup d'éléments d'arrière-plan, même s'ils sont utilisés un petit peu différemment. Mais nous, ce qui nous intéresse vraiment, ce ne sont pas les similitudes, mais bien les différences, et là où on commence vraiment à se décoller du texte d'origine, c'est à partir du rendez-vous au palais. Souvenez-vous, dans le dessin animé, Sophie s'y rend à la place de Haoru qui s'est défilée, et la sorcière des Landes est elle aussi conviée. C'est à ce moment-là qu'elle est neutralisée par la puissante Suliman. Celle qui demeure l'antagoniste principale jusqu'au bout dans le livre est ici évincée au profit d'une ennemie bien plus complexe, la guerre, incarnée par Suliman. Si dans le livre, Suliman est un sorcier qui est enlevé alors qu'il tente de combattre la sorcière du désert en plantant des fleurs, pour faire reculer le désert, ici c'est une enchanteresse au service du roi, elle a formé Haoru à la magie et elle est surtout chef de guerre puisque c'est elle qui mène la guerre dans laquelle elle essaye d'entraîner Haoru. Cette guerre qui est tout juste évoquée dans le roman va dans le dessin animé acquérir une importance de premier ordre et nous avons là le premier ajout significatif opéré par Miyazaki.
Il soulève là une thématique antimilitariste qui lui est chère et qui est assez récurrente dans ses productions. Dans le livre, cette guerre n'est qu'une toile de fond tout juste évoquée à quelques reprises. L'important n'est pas là, ce qui compte ce sont les relations entre Sophie, Hurle et la sorcière. Alors que dans la version ciné, on braque littéralement l'objectif sur cette guerre insensée à travers des scènes de bataille impressionnantes où l'on ne peut distinguer les camps qui s'affrontent. Et cela importe peu puisque ce qui est mauvais ce n'est pas un camp ou l'autre, mais bien la guerre de façon générale. D'ailleurs, Aoru ne se range sous aucun drapeau, et quand il part au combat, on a l'impression que c'est plutôt pour désamorcer les obus et limiter le nombre de victimes. La production japonaise s'attache à pointer du doigt le clivage qui existe entre le peuple civil et les gouvernements qui commandent les guerres. La population ne sait même pas pourquoi les deux royaumes s'affrontent, le spectateur non plus d'ailleurs, et pourtant c'est elle qui paie le prix fort. La guerre est vraiment représentée comme une sorte de concept opaque, abstrait et surtout malfaisant. Bon, je survole à peine cette thématique qui tourne autour de la vacuité des conflits et de l'absurdité des guerres, mais elle est hyper importante dans le dessin animé, qui pour le coup présente un univers beaucoup plus industrialisé que celui du livre, avec notamment une technologie assez développée pour détruire des villes. L'autre ajout significatif du maître Miyazaki, c'est le voyage dans le temps. Si le contexte de guerre permettait de soulever certaines thématiques sans changer vraiment le sens du roman, le point que nous allons aborder altère complètement le cours de l'histoire. Pour resituer un peu, Sophie, si elle veut retrouver son âge, doit découvrir les termes du contrat qui unit Hurle et Calcifer, afin de libérer Calcifer qui pourra à ce moment-là tenir parole et inverser le mauvais sort dont elle est victime. Dans le roman, au terme d'une enquête fastidieuse et de nombreuses fausses pistes, elle finit par comprendre d'elle-même la nature du lien entre les deux autres protagonistes, à savoir que Calcifer était une étoile filante en fin de vie et que Hurle lui a offert son cœur pour le sauver en échange de certains pouvoirs. Les choses se passent différemment dans le film d'animation puisque Sophie ne fait pas ce cheminement par elle-même. À un moment donné, alors qu'elle cherche Aoru, elle tombe dans une sorte de faille spatio-temporelle et assiste directement à la scène clé où Aoru offre son cœur à l'étoile mourante qui deviendra Calcifer. Avant d'être réexpédiée dans le présent, elle attire l'attention des deux autres personnages en criant quelque chose du genre « Attendez-moi dans le futur, je viendrai vous libérer ». Cette simple interpellation a un impact certain sur notre façon d'envisager l'histoire, puisqu'on comprend que dès le début, Calcifer et Aoru attendaient la venue de Sophie et connaissaient son visage, d'où sa facilité à pénétrer le château ambulant et à s'intégrer dans leur quotidien. Et ça, c'est une pure invention de Miyazaki. Cependant, en ajoutant cette partie-là au scénario, il omet totalement un point plutôt intéressant du bouquin, l'endroit où mène le fameux repère noir sur la porte que seul Hurle emprunte. Dans le dessin animé, c'est un peu flou, Aoru l'utilise pour se rendre au combat. Dans le livre, le repère noir mène toujours au même endroit qui est intrinsèquement lié à Hurle, puisque c'est son monde d'origine. Je vous laisse la surprise et le plaisir de découvrir par vous-même quel est ce monde que nous connaissons bien, mais je dirais seulement que s'y cachent des secrets périlleux dont la sulfureuse Mademoiselle Angoriane, qui malheureusement n'existe pas dans l'adaptation ciné. Enfin, le personnage de la sorcière, du désert ou des landes selon les versions, a un destin bien différent d'une œuvre à l'autre. Nous l'avons vu, dans la seconde, elle est très vite neutralisée par Suliman et ramenée à sa condition de vieillarde décrépite. Dans le roman, la terrible sorcière, qui ne se laisse pas si facilement berner, nourrit un dessein bien particulier. Elle cherche à construire l'homme parfait pour régner, et pour cela, elle se la joue un peu Dr Frankenstein. Je vous laisse deviner comment ont terminé le prince Justin et l'enchanteur Suliman disparus bien avant le début du roman. En pièces détachées. Il ne lui manque plus qu'une pièce pour compléter son chef-d'œuvre et c'est la tête de Hurle qu'elle tente de ravir à travers une sorte de malédiction en forme de prophétie qui va poursuivre notre magicien tout au long du roman et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il refuse d'aller chercher Justin et Suliman. Outre les quelques points changeants que nous venons d'évoquer, l'atmosphère demeure sensiblement la même du livre au film d'animation. Les personnages sont extrêmement semblables, notamment les quatre principaux. L'enchanteur, qu'il soit Hurle ou Aoru, est toujours brillant, complètement puéril et extrêmement attachant. Sophie, dans les deux cas, est étonnante de pragmatisme et de bonne volonté. Calcifer est toujours drôle et piquant à souhait, et quant à Michael, il demeure fidèle à lui-même sous ses traits de Marco.
Néanmoins, à trop vouloir intégrer à l'adaptation des éléments du texte d'origine, on se retrouve parfois avec des choses pas très bien expliquées, pas vraiment claires et du coup pas forcément utiles. Cela a été détaillé dans un article de l'Orient Extrême dont je vous mettrai la référence en barre d'infos, mais par exemple cette rumeur selon laquelle Hurle ou Aourou mangerait les cœurs des jeunes filles a une vraie justification dans le livre, elle est très bien exploitée, ce qui n'est pas vraiment le cas dans le dessin animé qui aurait pu s'en passer. Ou encore Le Prince disparu. Quand Navet l'épouvantail enchanté reprend forme humaine à la fin de l'histoire, dans le dessin animé, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, on n'en a rien à faire, parce qu'on n'en avait jamais entendu parler de ce prince, il n'y a pas de vrai enjeu derrière. Dans le livre en revanche, on nous rabâche les oreilles depuis le début avec ce prince Justin qui manque à l'appel, et du coup c'est à la fois drôle et frustrant à la fin de réaliser qu'il avait toujours été sous notre nez. Ceci étant dit, certains grands thèmes transcendent les deux œuvres, et le plus évident d'entre eux étant peut-être l'approche de la vieillesse. Contre toute attente, Sophie ne va pas se plaindre ou se lamenter outre mesure quant à son changement d'apparence. En fait, elle va saisir cette malédiction comme un moyen de s'échapper du magasin de chapeaux familial et du carcan que représentent toutes les attentes de sa famille et de la société. Elle prend très vite la décision de partir après avoir reçu le mauvais sort, et cela va s'avérer être un vrai soulagement pour elle. Le personnage de Sophie interroge le déterminisme et la liberté de choix. Elle est beaucoup plus elle-même en vieillarde qu'en chapelière parce que l'âge lui donne l'aplomb de faire ce qu'elle a envie. Elle se sent beaucoup plus sereine, beaucoup mieux dans sa peau, et cette malédiction va finalement être une vraie libération. Et c'est un superbe pied de nez au diktat de l'apparence parce qu'on nous montre qu'il ne faut pas forcément être jeune et beau pour être heureux. Cette appréhension particulière de la vieillesse cache plusieurs niveaux de réflexion sur les apparences, les faux semblants et les masques. Aucun personnage n'est vraiment ce qu'il semble être. On l'aura compris, Sophie est une jeune fille dans le corps d'une vieillarde, mais l'apprenti ne sort jamais sans se grimer avec sa cape magique, Suliman est une sorcière, Navet est un prince, Mademoiselle Angorayane est ce qu'elle est. Dans le livre, il y a également les sœurs de Sophie, Letty et Martha, qui vont intervertir leurs identités en changeant d'apparence, etc., etc. Mais le plus significatif reste Aourou Hurle, qui ne fonctionne qu'au travers de costumes. Jenkins, Pendragon, il a plusieurs identités en fonction des villes dans lesquelles il se trouve. Il ne correspond pas du tout à l'idée que les gens se font de lui, ni aux rumeurs qui circulent à son sujet. Et surtout, il est obnubilé par son apparence physique, ce qui le rend un peu superficiel. On se souvient tous de cette scène magistrale où il inonde le château de vase verte parce que Sophie a interverti ses shampoings et du coup il a une couleur de cheveux qui ne lui plaît plus. Ça arrive aussi dans le livre. Je disais tout à l'heure que sans le contexte de guerre et les enjeux politiques, le roman était un peu plus intimiste. Alors c'est peut-être plus visible et plus évident dans la version écrite, mais de façon générale, les sentiments sont au cœur du propos. Finalement, la solution à tous les problèmes va être de tomber les masques, de se faire confiance, de se comprendre et de s'accepter. C'est pour ça que la quête initiatique de Sophie se résume à apprendre à connaître Hurle et Calcifer afin de percer leur secret le plus profond. Et en définitive, Hurle a autant besoin d'être libéré si ce n'est plus que Calcifer. Sans son cœur, il ne peut être fidèle à lui-même et dans le livre c'est clairement posé, ça va finir par le détruire. Le cœur est intimement lié à la notion de centre, d'ailleurs les mots cœur et centre ont la même racine indo-européenne, d'où le fait que ce cœur décentralisé qui n'est pas dans le bon corps, dans le bon réceptacle, est en train de tuer Hurle. Le cœur c'est le centre de la vie, c'est l'intelligence et les émotions à la fois, d'où l'urgence pour Hurle de récupérer le sien. Le secret qui unit le magicien et le démon, donc la nature première de Calcifer, est le fil conducteur entre les deux œuvres à travers l'image récurrente et omniprésente de l'étoile. Elle est la clé de l'énigme prophétique dans le livre et elle est complètement liée à la magie dans le dessin animé puisqu'à chaque fois qu'on a une apparition de la magie ou une représentation magique, on a un visuel d'étoile. L'étoile est dotée d'une symbolique marquante, elle est à la fois source de lumière et intrinsèquement liée à la nuit. De par sa position céleste, elle évoque l'esprit et notamment le combat entre les forces spirituelles et les forces matérielles, la lumière et les ténèbres.
On connaît tous les vertus purificatrices du feu, ce n'est donc pas un hasard si la petite étoile devient flamme et se retrouve au cœur du voyage initiatique imposé à l'héroïne. À travers ce survol de 2 œuvres magistrales, j'espère vous avoir donné envie d'aller lire le livre qui a vraiment été un immense coup de cœur pour moi. Il est hyper riche, intelligemment construit, drôle à souhait, les personnages sont très attachants. On est à mi-chemin entre le magicien d'Oz, la Belle et la Bête, avec un je ne sais quoi de Doctor Who, une pincée de Merlin l'Enchanteur et une bonne dose d'originalité. C'est vraiment un roman qui m'a emportée, qui m'a bouleversée et j'ai eu du mal à passer à autre chose après l'avoir terminé. Mais si vous voulez mon avis un peu plus détaillé sur cette lecture, je vous mets en barre d'infos le lien de la chronique que j'ai écrite à son sujet. En ce qui concerne le film d'animation, je sais que certains puristes des studios Ghibli ne l'ont pas vraiment apprécié à cause de son happy end un peu mièvre, et je peux les comprendre, mais personnellement je ne peux pas m'empêcher de l'aimer parce que je trouve qu'il est plutôt fidèle à l'esprit du livre. Et pour moi, il est l'illustration parfaite de ce qu'est une bonne adaptation, une bonne réinterprétation. On n'est pas obligé de coller exactement au texte d'origine du moment que les changements opérés ont du sens et ajoutent une couche d'interprétation supplémentaire à l'œuvre première. J'espère que cet épisode un peu différent des autres parce qu'il traite un roman et non pas un conte, c'est pour ça que je l'ai appelé épisode bonus d'ailleurs, vous aura intéressé, vous aura plu. Je sais qu'il est arrivé très en retard et je suis vraiment navrée pour ça. Vous savez que j'ai été très occupée ces derniers mois et bon, c'est pas une excuse mais ça explique un peu ce retard. À partir de maintenant, c'est bon, j'ai repris le rythme et on va pouvoir avoir des vidéos un peu plus régulières. D'ailleurs, je vous prépare un petit quelque chose pour Halloween, 3 petites vidéos, encore bonus. Enfin, je sais pas si vraiment je vais les appeler vidéos bonus, mais bon, il y aura 3 petites vidéos spécialement pour Halloween. J'ai très hâte de vous montrer ça. J'espère que vous allez tous bien depuis le temps. Je vous souhaite de très belles lectures, de bonnes découvertes et je vous dis à très bientôt. Et promis, cette fois-ci, c'est pour de vrai.